concocté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. C'est marrant de se dire à quel point on a intégré dans nos vies le fait que le numérique était une source infinie d'arnaques et de tentatives d'escroquerie. Le fait que régulièrement dans nos boîtes mail, on allait se retrouver avec des messages douteux annonçant une livraison de colis mystérieux, une victoire à un jeu concours auquel on n'a jamais participé, ou le mythique mais inusable appel à l'aide d'un riche héritier cherchant à transférer rapidement des liquidités moyennant une coquette commission. Ça fait partie du folklore de l'internet mondial. Et si quelques-uns tombent encore dans le panneau parfois, la majorité d'entre nous se sent assez hermétiques et protégés de tout ça. Il ne faudrait pas pour autant croire que la cybercriminalité se limite à ces larcins un peu médiocres. Au contraire, depuis quelques années maintenant, le monde criminel numérique s'est largement développé et multiplie les attaques, contre des administrations notamment. La ville de Saint-Ouen, tout récemment, en a fait les frais. Le ministère de la Justice aussi, selon plusieurs journalistes spécialisés, aurait récemment été touché par un groupe de hackers exigeant une rançon contre le déblocage de ces données. Nous, on a eu envie de savoir comment ces attaques se mettaient en place et pourquoi elles avaient, semble-t-il, tendance à s'accélérer ces derniers temps. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec cet épisode signé Roland Richard et réalisé par Alice Nina. Bienvenue dans Programme B. Il est loin le panache des Bonnie & Clyde, braqueurs de banques invétérés du début du siècle dernier. Les voleurs de 2022 vous détroussent de chez eux en chaussons ou claquettes. Selon un rapport du ministère de l'Intérieur de novembre 2021, les services de police et de gendarmerie ont vu le nombre de plaintes liées à une attaque par ransomware, ou rançon logiciel en français, augmenter de 32% entre 2019 et 2020. Sur les 4 dernières années, cela représente près de 1900 procédures. Thierry Berthier est maître de conférences en mathématiques à l'Université de Limoges, chercheur en cyberdéfense et cybersécurité. Je lui ai demandé si ce nouveau métier de braqueur d'ordinateur, ça rapportait gros. Alors, définitivement, oui, ça rapporte beaucoup d'argent. C'est une activité extrêmement lucrative pour tous les groupes cybercriminels de la planète. C'est une activité qui est peu risquée en termes de risque judiciaire après l'attaque. Donc, on minimise le risque et on maximise les revenus plutôt. Pour des grosses structures, pour des infrastructures industrielles ou des grosses sociétés cotées en bourse, ça peut se chiffrer en millions d'euros. Très souvent, ou de plus en plus souvent, il y a du vol de données qui s'accompagne du rançon logiciel avec du chantage sur la divulgation des données. Donc, c'est vraiment un pack. Quand on est victime d'une attaque par rançon logiciel, voilà, c'est compliqué parce qu'on sait que ça va coûter cher. La réalité, c'est qu'on a énormément de difficultés à pleinement l'estimer. Valérie Rismarchiv, rédacteur en chef du site Le Maguité. On peut avoir des petits aperçus, notamment à travers le suivi des flux financiers à l'issue du paiement d'une rançon. Moi-même, j'ai suivi plusieurs dizaines de paiements de rançon sur des attaques avec Conti, par exemple, ou Avadon précédemment, quand il existait encore, ce ransomware. Mais avec Conti, l'observation de certaines attaques et des flux financiers ayant suivi le paiement d'une rançon avait permis d'estimer, ça devait être sur les mois de juin, octobre et novembre, que grosso modo, on était déjà à plus d'une dizaine de millions de dollars payés en rançon. C'était les activités, en fait, autour de certaines adresses Bitcoin qui permettaient de construire ces estimations. C'est pas la même degré de complexité si on attaque une petite structure, une PME ou une TPE de 10 salariés qu'un groupe où vous avez 20 000 personnes dedans. Il faut bien comprendre ça. Le modus operandi est toujours le même. Il y a une phase initiale qui est souvent ce qu'on appelle une phase d'ingénierie sociale qui va consister pour l'attaquant ou le groupe d'attaquants à étudier un peu sa cible si c'est une attaque ciblée. C'est-à-dire regarder l'activité de l'entreprise, ses liens, son activité, les gens qui sont actifs éventuellement sur les réseaux sociaux pour pouvoir collecter de l'information et pour pouvoir avoir de l'information sur la porte d'entrée qui va mener à l'attaque. C'est-à-dire que je vais regarder s'il y a des personnes, le comptable ou une responsable de la communication qui communique beaucoup sur Twitter ou ailleurs. Je vais récupérer de la donnée, je vais faire éventuellement la cartographie d'entreprise et ensuite je vais pouvoir envoyer utiliser les boîtes mail, parce que c'est essentiellement par les boîtes mail que ça se transmet, un ransomware. Et donc, il y a cette première phase d'ingénierie sociale, d'étude, qui permet ensuite de construire un mail malveillant, par exemple,
Un mail malveillant, c'est un mail que vous recevez dans votre boîte qui peut imiter un mail bienveillant ou le mail d'une autorité ou d'une administration qui vous demande de faire quelque chose avec une pièce jointe ou alors un lien malveillant vers une page web qui va être malveillante aussi. Et vous recevez ça. Si vous ne faites pas attention, vous allez cliquer, vous allez faire confiance. Et au moment où vous cliquez, vous ouvrez la pièce jointe, vous allez déployer le malware, le logiciel malveillant sur le système de votre entreprise. Alors, une fois que vous avez cliqué sur la pièce jointe ou sur le lien malveillant, de deux choses une, soit le système de votre entreprise est doté suffisamment de défense pour détecter l'attaque et la bloquer, soit le logiciel malveillant est suffisamment bien fait, furtif, ou simplement la société ne s'est pas protégée de ce type d'attaque. Et donc, ça y est, le malware fait son œuvre, il s'exécute sur le système d'information ciblé. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer tout ou partie des données de l'entreprise. Grosso modo, j'enferme les données avec une clé. L'attaquant est le seul à disposer de la clé et il se propose de fournir la clé de déchiffrement qui va permettre au propriétaire des données de récupérer l'accès à ces données moyennant paiement. Les attaques en profondeur, l'attaquant va remonter jusqu'aux organes centraux du système d'information de l'organisation pour en prendre le contrôle, le cas échéant même désactiver les systèmes de protection des postes de travail des serveurs, donc les antivirus par exemple, déclencher le chiffrement sur les machines sur lesquelles le ransomware a été déployé, et là demander une rançon. Et c'est là qu'on va trouver des demandes de rançon qui sont parfois conséquentes. D'autant plus que la plupart des attaquants qui procèdent de la sorte ne se contentent pas de chiffrer les données de leurs victimes, elles commencent par les voler. Donc elles vont télécharger, téléverser, transférer des volumes de données plus ou moins conséquents. Parfois, il reste 6 mois dans le système d'information, comme ça, tapis dans l'ombre, vont télécharger des téraoctets de données, vont les garder de leur côté, vont ensuite chiffrer les données de leurs victimes et vont menacer leurs victimes en disant, soit tu me payes et je te rends l'accès à tes données et en plus, je détruis la copie que j'en ai faite, soit tu ne me paies pas et tu te débrouilles pour retrouver l'accès à tes données, peut-être que tu as des bonnes sauvegardes, tu vas pouvoir les récupérer, mais moi, je vais divulguer les données que je t'ai volées ou je vais les vendre au plus offrant. 250 cyber-enquêteurs traquent les hackers. L'an dernier, ils sont intervenus sur 760 incidents. On a des gens qui sont là pour reconstruire un réseau, comprendre comment ça fonctionne et le reconstruire très vite pour qu'il remarche de façon rapide. On a des gens qui sont là pour investiguer, c'est-à-dire essayer de fouiller dans tous les ordinateurs pour essayer de trouver les signatures de l'attaque. Ce sont les entreprises qui demandent aux hackers de tester leurs systèmes informatiques. Ils sont rémunérés s'ils trouvent des failles, un peu comme des chasseurs de primes. Tout le monde attaque tout le monde, ça c'est la règle. Pourquoi ça se multiplie? Parce que tout d'abord, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste en informatique pour mettre en œuvre ce type d'attaque. C'est-à-dire que vous avez du cyberarmement, de l'armement entre guillemets logiciel sur étagère disponible pour quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros ou de dollars. Vous pouvez acheter des malwares sur le dark web ou sur des réseaux ou des forums de hackers ou des choses comme ça. Ça commence, c'est comme les attaques DDoS, ça commence à $50. Alors, évidemment, vous avez toutes les gammes de produits. Un produit très sophistiqué va être beaucoup plus cher. Mais une petite équipe ou même un hacker solo va pouvoir s'acheter un certain nombre de malware. Il n'a pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. L'attaquant, il a une très grande diversité. Et pour peu qu'il ait un peu de budget pour mener son attaque, il va acheter un certain nombre de logiciels malveillants et il va pouvoir récupérer beaucoup plus derrière. Donc ça, c'est pour des petits attaquants. Après, il faut savoir que toutes les mafias, tous les groupes cybercriminels, tous les cartels du monde ont opéré un basculement et sont aujourd'hui sur ce type de business. Parce que c'est beaucoup moins risqué en termes juridiques, que d'aller braquer une banque ou d'aller de l'extorsion de fonds classique, de l'enlèvement, du chantage. Donc, ce domaine a été complètement investi par les groupes cybercriminels, par les mafias mondiales. Parce que le rendement est extrêmement fort et que derrière, on a très peu de chances de se faire avoir, de se faire attraper. Et dans certains pays en plus, les peines encourues sont très faibles. Régulièrement, les chercheurs en sécurité trouvent des vulnérabilités dans des systèmes informatiques. Régulièrement, les éditeurs, les constructeurs fournissent des correctifs, des patchs, des mises à jour pour ces vulnérabilités. À charge après, pour l'organisation d'appliquer les correctifs qui sont mis à disponibilité. Lorsque les correctifs ne sont pas appliqués et que la vulnérabilité est connue publiquement, généralement, son exploitation commence par des cybermalfaiteurs, commence
24 et 48 heures après. Donc, il y a une vraie question de rapidité des entreprises, des organisations en général, à se protéger elles-mêmes, à boucher les trous, entre guillemets, dès qu'ils sont découverts. Et ces dernières années, 2019, 2020, 2021, ont été vraiment des années spectaculaires en termes de menaces critiques, offrant un point d'entrée, en tout cas, extrêmement important pour entrer en profondeur dans le système d'information. En France, 20% des victimes qui portent plainte pour une attaque par ransomware ou rançon logiciel sont des administrations publiques ou des administrations qui concernent l'enseignement, la santé ou l'action sociale. Et en mars dernier, la ministre des Armées, Florence Parly, s'est alarmée d'une multiplication par 4 des cyberattaques entre 2019 et 2020. Le gouvernement s'est engagé à investir 1 milliard d'euros d'ici 2025 pour rehausser le niveau de protection générale. Est-ce que l'État a été surpris de l'ampleur de ces offensives ces 2 dernières années ? Thierry Berthier, maître de conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et chercheur en cybersécurité. Je ne pense pas que ce soit de la surprise, parce que l'État est parfaitement au courant du niveau de cyberconflictualité et de la montée en puissance. Et la crise pandémique, le Covid, a aussi accéléré les choses. Parce que beaucoup plus de télétravail, donc plus de gens à la maison, donc des gens qui utilisent souvent leur propre ordinateur portable avec des vulnérabilités qui sont mobiles cette fois-ci. Donc, ça a été une vraie opportunité pour tous les attaquants, cette crise aussi et la montée du télétravail. Première remarque. Deuxième remarque, si on regarde au niveau français, je dois dire qu'on est plutôt au niveau mondial les bons élèves. Honnêtement, objectivement, on a depuis 11 ans l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une agence nationale qui a été créée il y a 11 ans et qui était faite justement pour améliorer la cybersécurité de toutes les infrastructures critiques civiles, donc les grands hôpitaux, les aéroports, etc., tout ce qu'on appelle OIV, les opérateurs d'infrastructures vitales. Et donc, le rôle de l'ANSSI a été parfaitement bénéfique et on a été vraiment précurseur, la France a été précurseur au niveau européen et aussi au niveau mondial dans ce domaine-là. Ça se voit pas directement parce qu'il faudrait pouvoir comptabiliser toutes les attaques manquées ou toutes les attaques qui n'ont pas réussi. Donc, c'est difficile à mesurer, elles se voient pas par définition. On voit les quelques attaques qui fonctionnent et on voit pas les centaines de milliers d'attaques qui sont bloquées ou qui sont correctement contrées. On a vu beaucoup d'attaques sur les hôpitaux depuis 1 an et demi. Chez nous, ça a concerné essentiellement des petites structures, des hôpitaux locaux. Effectivement, l'envie de payer sera importante parce que quand un hôpital est victime d'un ransomware, c'est tout qui s'arrête. C'est-à-dire que l'hôpital est ramené 30 ans en arrière. Ils sont obligés de ressortir les carnets, les crayons et les prises de rendez-vous s'annulent, certaines opérations s'annulent. Donc, ça crée un chaos au sein d'une organisation comme un hôpital qui est pas acceptable. Donc, les attaquants savent pertinemment que les hôpitaux vont réagir. Soit ils vont faire appel à un cabinet spécialisé pour résoudre le problème, mais ils savent que ça va perdre du temps. Soit ils vont espérer récupérer leurs données en payant la rançon. Alors, il faut dire quand même qu'il y a une doctrine en France et ailleurs qui est celle de ne jamais payer les rançons. Il se trouve que dans la réalité, les petites PME, certaines collectivités territoriales payent la rançon et qu'elles sont environ, dans 40% des cas, qu'elles récupèrent leurs données partiellement, tout ou partiellement, après avoir payé la rançon. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fournit des services informatiques. Valérie Rismarchiv, rédacteur en chef du site Le Maguité. C'est une entreprise qui va travailler pour beaucoup de partenaires, qui est susceptible d'avoir accès au système d'information de ces partenaires, histoire d'assurer de la maintenance, par exemple, sur ces systèmes informatiques. Lorsqu'une telle entreprise est victime d'une attaque avec ransomware en profondeur, forcément, tout son écosystème se pose des questions et s'interroge. Est-ce que quelque part, moi, partenaire de cette entreprise, est-ce que je suis menacé ? Ça veut dire que quelque part, ces attaquants ont réussi à trouver une faille, ont réussi à trouver une porte d'entrée, et forcément, c'est susceptible d'affecter la réputation de cette entreprise. Et on le voit souvent, beaucoup d'entreprises qui décident de payer le font malheureusement pour des questions de réputation. J'ai moi-même suivi une négociation avec une entreprise dans laquelle, clairement, le négociateur indiquait aux attaquants les données qui s'en moquent, on a réussi à les récupérer, on a réussi à tout restaurer, le système d'information va repartir, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a juste envie que ça ne se sache pas, donc combien vous voulez ?
Je ne dis pas que tous les cas sont comme celui-là, hein, clairement. Il y a beaucoup de rançons qui sont payées par des petites entreprises, des petites organisations qui sont littéralement prises à la gorge. J'ai suivi des négociations dans lesquelles la personne, la victime, indiquait au rançonneur, à l'attaquant, avoir pris un crédit, vidé son épargne, sollicité sa famille, ses proches et même ses collaborateurs immédiats, juste pour pouvoir réunir quelques centaines de milliers de dollars et payer la rançon. Le chiffre d'affaires de la cybercriminalité, c'est plus aujourd'hui que l'ensemble des trafics de stupéfiants. Si vous prenez le chiffre d'affaires du trafic stupéfiant mondial, il est dépassé aujourd'hui par le chiffre d'affaires de la cybercriminalité. Donc on comprend bien que c'est un problème complètement mondial. Évidemment, c'est plus difficile d'attaquer un site stratégique d'une grande entreprise comme Thales ou Vinci ou d'un groupe du CAC 40. C'est très compliqué de mener une attaque, ça coûte cher, c'est sophistiqué parce qu'il y a des systèmes de défense. Par contre, attaquer des petites structures, attaquer des PME ou attaquer des collectivités territoriales qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas créé de cyberdéfense autour de leur système par faute de budget ou par faute de motivation, eh bien ça crée des vulnérabilités qui sont là et qui de toute façon aboutiront un jour à une attaque. Donc il faut bien comprendre ça. Donc aujourd'hui, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars qui sont partis en fumée depuis les 4 dernières années. Ça se chiffre en milliers de milliards de dollars. Donc c'est vraiment gigantesque. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que les ransomware, il y a toutes les autres attaques, et puis il y a tous les dommages collatéraux d'images, de perte de données, de revente de données de manière clandestine, de perte de brevets, etc., de perte de propriété intellectuelle. Tout ça, c'est un ensemble qui coûte extrêmement cher et qui peut, sur des petites structures, avoir la peau de la structure, c'est-à-dire qui peut amener une structure à fermer ses portes. Il y en a déjà eu. On attaque ce qui est attaquable. Si c'est situé à 20 000 km, peu importe. Si c'est situé à côté, peu importe. Tout ce qui peut payer, on l'attaque. On est vraiment dans de la pure... La motivation, c'est l'argent, facile. On fantasme beaucoup sur les attaques étatiques. Il y en a, mais dans le volume global, c'est vraiment c'est moins de 10%. 90%, c'est des attaquants la petite semaine, des gens qui font ça et qui ont quelques connaissances en informatique quand même, parce qu'il faut quand même manipuler les outils et tout ça, mais qui sont... vous avez des jeunes, des moins jeunes, vous avez des groupes en Afrique aussi qui se spécialisent là-dedans, qui se disent que c'est de l'argent facile. Alors en Russie et en Chine, il y a des groupes qui travaillent, qui sont répertoriés aujourd'hui, qui sont capables de mener des attaques de haut niveau, encore une fois. C'est un peu le même phénomène, si vous voulez, dans la vie physique, que ces sociétés privées de sécurité. Vous savez des sociétés privées de soldats ou de mercenaires que vous pouvez envoyer sur un conflit. Là, c'est pareil. Il y a des sociétés privées de cybersécurité qui travaillent aussi bien sur la sécurisation de systèmes, mais qui ont une division qui peut aussi travailler sur de l'attaque, sur de l'offensif, pour aller récupérer des données sur demande ou sur contrat. Là, vous avez en Russie effectivement un écosystème de boîtes comme ça qui se sont créées. C'est difficile d'avoir une cartographie. D'abord, les choses évoluent très vite. Il y a des hackers, des groupes de hackers qui arrêtent leur activité mafieuse et puis qui repartent dans de la cybersécurité classique. Cibler systématiquement les Russes et les Chinois, c'est une erreur parce que les Turcs font aussi beaucoup d'opérations cyber. L'Iran en fait beaucoup, Israël en fait beaucoup, l'Amérique du Sud, le Mexique et autres en font aussi, les narcos sur place en font. Le Canada aussi a des équipes de cybercriminels qui sont quand même assez efficaces aussi. C'est vraiment partout aujourd'hui. C'est partout. Partout. Une menace fantôme, invisible, dont le coût mondial est estimé par le site viepublique.fr à 6 000 milliards de dollars pour l'année 2021. Rapporté à l'échelle d'un pays, le coût de la cybercriminalité est plus élevé que le PIB de la 3e puissance mondiale, le Japon. Merci à Thierry Berthier et Valérie Rismarchiv pour leurs réponses et merci à Roland Richard pour cet épisode de Programme B qui est un podcast de Binge Audio, vous le savez, préparé par Lauren Bess et réalisé par Alice Ninin. Tous nos épisodes, les anciens comme les prochains, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.